Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Il est urgent de prendre le temps. C'est vraiment la phrase clé de cet épisode. Désolée, je vais commencer une fois n'est pas coutume par le spoiler, mais c'est vraiment important de vous donner tout de suite la tonalité de cet échange avec Fabien Dupuis, mon invité du jour, qui est coach sportif, préparateur physique et préparateur mental. C'est quelqu'un qui est basé dans le territoire des Hautes-Vallées, donc la destination que nous avons accueillie la semaine dernière dans un épisode avec Soline, et qui aujourd'hui, donc il est à la fois coach sportif, il est accompagnateur en montagne, il est moniteur de vélo et il est également co-auteur de différents livres qu'il a écrits avec sa compagne Prune Vélo, que vous avez également entendu sur le podcast en décembre dernier dans un épisode coulisses de la rédaction du magazine Beau Quartier. Et aujourd'hui, en fait, Fabien vient nous raconter sa vision, son rôle en tant qu'ambassadeur de territoire. Et vous allez voir que ça va bien plus loin que simplement faire connaître le territoire. C'est vraiment une démarche où il accompagne les personnes à vraiment se revoir leur projet de voyage, en fait, et redonner un autre sens au voyage qu'il n'était au départ. Et ça, cette vision un peu plus spirituelle et philosophique, je pense qu'en fait, elle fait du bien. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter cet épisode jusqu'au bout. On va parler de son rôle d'ambassadeur de territoire, mais vraiment dans le terme ambassadeur, il y a vraiment ce côté conducteur, comme il le dit, ce côté guide, et guide pour découvrir un territoire, mais guide pour se découvrir aussi grâce au territoire. Voilà, je vous souhaite une très très belle écoute à tous, et je vous dis, je vous retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion. Merci Fabien d'avoir accepté de venir sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de ton statut d'ambassadeur des Hautes-Vallées. J'ai reçu dans l'épisode précédent Soline, qui travaille à l'Office de tourisme des Hautes-Vallées. Et puis aujourd'hui, on va parler un peu de ton amour pour ce territoire, ton terrain de jeu. On va l'appeler aussi ton terrain de jeu. Est-ce que tu peux me raconter justement ton rapport avec ce territoire jusqu'à en devenir un ambassadeur? Quel est ton rapport avec ce territoire? Je pense que le rapport, il est d'abord vibratoire, en fait. Mais, petit, j'ai été amené par mes parents sur ce territoire et il s'est passé quelque chose qui va au-delà du matériel ou du concret, qui est plutôt dans la dimension énergétique. Et à chaque fois que je suis sur ce territoire, je suis à la fois apaisé, inspiré, hem et puis, motivé, en fait. Motivé Mhm. pour contribuer à la vie locale, contribuer à la protection de ce beau territoire. Et voilà, le rapport que j'ai avec les Hautes-Vallées, c'est vraiment ça. C'est aussi cette notion de vouloir le protéger, du coup, aussi, comme tu Ouais, viens de le dire. alors sans rentrer dans la dimension très pro Mm. politico-écologique, il y a vraiment une dimension, voilà, de le contempler, de l'admirer, Et de le hem respecter, en fait. et de le respecter. Et donc par mon métier d'accompagnateur en montagne, et de moniteur de vélo, j'essaye d'initier, d'éveiller les gens aussi à, mmh, à profiter de ce «terrain de jeu» entre guillemets, tout en respectant aussi, les autres vivants qui sont sur ce terrain, à savoir, les végétaux, les animaux, et puis toutes les petites bêtes qu'il peut avoir, voilà, qu'on soit pas égoïste et égocentré sur notre activité de loisir et notre activité touristique. D'accord, donc il y a vraiment une dimension, qui va au-delà juste de, pratiquer la montagne. Il y a vraiment cette notion de vivre avec la montagne, en fait. Vivre au cœur d'un écosystème et tu n'es qu'une partie de cet écosystème. C'est un peu le message que tu as envie de faire passer quand tu accompagnes? Exactement, OK. complètement. La montagne, qu'on la pratique à ski, à pied, à différentes vitesses, en courant ou en marchant ou à bicyclette, pour moi, c'est que des moyens de se déplacer, de s'immerger complètement dans ce milieu-là.
Et si on veut justement s'immerger, c'est souvent ce que les gens recherchent. Ils recherchent de Mmh. la déconnexion, de la reconnexion. Je ne sais pas dans quel sens il faudrait C'est trop vrai. le dire. Et ils cherchent souvent une aventure ou une expérience, une immersion dans ce milieu-là. Et OK. pour être accepté de ce milieu, ben, il faut pour moi le respecter. Et pour le respecter, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut être éveillé, initié, éduqué, avec des pincettes, je dirais éduqué, mais au moins éveillé à qui réside dans cet environnement-là à l'année. Et voilà, donc les végétaux, les autres vivants, en fait, ont aussi leur place comme l'homme dans cette nature et essayer de rassembler tout le monde plutôt que de dissocier tout le monde. D'accord. Très bien, très clair. Et du coup, comment tu mets concrètement aujourd'hui, le territoire en avant en tant qu'ambassadeur? Comment tu arrives, heu, en fait, à justement, bah, arpenter les montagnes, donner de l'impulsion, éveiller comme tu le dis? Comment tu arrives concrètement à mettre le territoire en avant dans le cadre de tes activités professionnelles? Alors, le tout début, en fait, ça a commencé par une activité qui était moitié professionnelle, moitié personnelle. En 2019, j'ai fait une traversée à VTT qui partait de la Grave et qui s'est terminée à Barcelonnette. D'accord. Et tout au long de ce parcours, en fait, l'idée, c'était de cheminer entre différents sommets qui culminaient à plus de 3000 mètres d'altitude. Et on a un territoire qui est assez singulier ici par rapport à ce qui se fait dans le reste des Alpes, c'est que ces sommets à 3000 mètres, ils sont praticables à VTT à la descente. À la montée, il faut porter son vélo sur son sac à dos, mais à la descente, moyennant un certain niveau, il y a possibilité de faire 95 ou 98 ou 19% sur la bicyclette. Et quand j'ai réfléchi à ce projet, je cherchais des partenaires et j'ai rencontré Elodie, la directrice de l'Office de tourisme, et je lui ai parlé de ce projet, et tout de suite, ça a résonné chez elle, parce qu'elle s'est dit, tiens, c'est la première fois qu'on a un sportif qui va pouvoir relier les différents territoires Mmh. en ne passant pas par les routes. Et vu que les Hautes-Vallées, c'est trois spots Oui. bien différents, c'est la Grave, c'est la Clarée vers Névache, et c'est tout le domaine autour du col de l'Isoire. Et qu'au milieu, il y a en fait un petit peu la grande vallée de Serre-Chevalier, de Mmh. Briançon, et puis la grosse station de Montgenèvre. Ça découpe un petit peu, ça morcelle un petit peu notre territoire. Et là, il y avait un projet sportif qui n'avait pas de caractère d'exploit, mais plutôt un caractère d'exploration et d'aventure, en fait. Mmh. Et ce projet a fait sens, et c'est ce qui nous a rapprochés, en fait, avec la direction de l'Office de tourisme. Voilà, puis après, par différentes discussions, on s'est dit bah, comment on peut continuer de collaborer, que ça ne s'arrête pas juste à un projet et qu'on inscrive un peu les choses dans le temps. Et de là est venue mon activité professionnelle sur de l'accompagnement en montagne, notamment autour des familles, du bivouac. Donc Mmh. c'est peut-être passer des messages aussi au monde adulte via le spectre de l'enfant à travers ces bivouacs. Donc il y avait toute cette philosophie-là que j'ai essayé de réfléchir. Et puis le deuxième aspect professionnel sur lequel je suis assez militant, c'est la pratique du VTT. Mmh. On a une pratique qui s'y prête ici, un territoire qui se prête à la pratique. Il y a l'explosion de la pratique du vélo dans les montagnes, notamment en lien avec le vélo électrique, qui est en pleine Mmh. explosion depuis bientôt 10 ans maintenant. Et il y a un conflit d'usage du territoire, des sentiers, entre les randonneurs et les vététistes. Et je pense que souvent, comme dans beaucoup de conflits, il y a une incompréhension et un manque de tolérance des uns par rapport aux autres. Et moi, étant en fait un petit peu des deux familles, Mmh. ce qui m'intéresse, c'est d'essayer aussi bah, de, d'ouvrir la réflexion, d'ouvrir le regard que peuvent avoir les gens sur les autres pratiquants qui sont différents. Le fait de, le fait d'être un petit peu dans les deux familles, avec mon titre d'accompagnateur en montagne et d'emmener des gens s'immerger dans la montagne à pied, et puis mon titre de moniteur de vélo qui me fait guider des gens sur des itinéraires de vélo, c'était aussi pour moi naturel et facilitant d'essayer de casser la glace qu'il pouvait avoir entre ces deux corporations ou ces deux Mmh. familles de pratiquants, et à des moments aussi d'apaiser les tensions qu'ils pouvaient avoir. Et bah, autour d'un bon repas ou d'une bonne bière dans un refuge, quand les gens discutent, souvent les conflits, en fait, ils s'amenuisent. Et c'était un petit peu là aussi que je voyais une vraie mission qui allait au-delà du côté encadrement, mais plutôt aussi du côté euh,
tolérance, Médiateur un médiateur, peu? voilà, Ouais. dans tout ça. Essayer de remettre, j'utilise souvent ce terme-là, un petit peu de nuance Mmh. dans les regards qu'on porte sur telle ou telle personne ou sur telle ou telle pratique. D'accord, et aujourd'hui, dans ton rôle d'ambassadeur, que tu portes maintenant de manière plus officielle d'ailleurs depuis cette année avec, les Hautes-Vallées, ça se concrétise comment? Par, quel type de partenariat? Quel type de mission? Comment est-ce que tu valorises le territoire en tant qu'ambassadeur auprès bah, par rapport à l'office de tourisme? Alors, j'ai une convention avec l'office de tourisme autour d'une mission principale qui est de faire des portraits de locaux. Parce que dans l'approche du tourisme, je pense qu'il y a une belle réflexion à avoir sur est-ce que le tourisme, c'est que pour les visiteurs ou est-ce que le tourisme, c'est aussi pour les gens qui sont là à l'année? Alors qui peuvent bénéficier ou non du tourisme, parce qu'on va parler par exemple d'un loueur de matériel, il va bénéficier du tourisme, Mmh. mais peut-être qu'un agriculteur ou un éleveur, il a plus de mal à faire le lien. Et l'idée, c'est aussi de mettre un coup de projecteur sur des gens qui habitent là à l'année, qui travaillent à l'année, qui font vivre ce territoire. Et donc, dans ma convention et dans mon accord que j'ai avec les offices de tourisme, c'est avoir un rôle de facilitateur pour donner la parole à ces gens-là. Mmh. Donc là, j'essaye d'exercer une activité de pseudo-journaliste pour Mmh. aller interviewer ces gens-là. Tu Et vas à la c'est là où il y rencontre a, en fait, tu vas à leur voilà, je vais à la rencontre. rencontre, c'est Ouais, ça. C'est l'ambassadeur qui se déplace pour aller à la rencontre, pour tisser du lien. je trouve ça génial. Donc, je trouve ça aussi génial. Et puis, j'ai une casquette de photographe que Mmh. j'assume à 100% sur cette mission-là. Et puis la casquette un petit peu de reporter et de journaliste, je la partage avec Prune, en fait, qui est Mmh. spécialiste de l'écriture et qui m'aide une aide précieuse, en fait, sur le document final, en fait. Parce que, Mmh. voilà, dans l'échange avec les gens, je suis plutôt très à l'aise. Après, quand il faut restituer un petit peu leurs propos sur papier, synthétiser, faire quelque chose avec du rythme qui soit Mmh. assez concis et pertinent, eh bien, pour moi, une des richesses, c'est de s'entourer d'une professionnelle ou d'un professionnel là-dessus. Et voilà, j'ai cette proximité avec Prune qui, pour moi, est facilitante. Mmh. Et Prune, je puis, rappelle, Prune qui est intervenue et qui est donc ta compagne, qui est intervenue dans un épisode de podcast dédié justement aux coulisses de sa enfin, elle est rédactrice en chef, donc dans les coulisses de la rédaction du magazine Beau Quartier qu'elle représente. Donc voilà. Et voilà et, comment tu es arrivée aussi. Toi, tu es arrivé sur le podcast par deux portes, par la porte de l'Office de tourisme et en tant qu'ambassadeur, et puis aussi, ben, Prune m'a gentiment aussi donné tes contacts et ça a matché des deux côtés, quoi. donc, bah voilà, c'est ça. Je pense que le monde est une histoire de réseau Mm, et qu'au final, tout converge quand les gens sont dans les bons réseaux. mm. Donc, c'est tout naturel, en fait. D'accord, donc voilà. Donc en fait, tu mets en avant, le territoire au travers de portraits, tu vas à leur rencontre et puis au-delà de ça, dans le cadre de tes activités, bah, tu mets aussi en avant de toute façon le territoire. Il y a Carrément. une question que je me posais, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est le territoire qui finit de convaincre tes futurs clients? Alors justement, peut-être la question première, ce serait tes clients sont plutôt des locaux ou c'est des gens qui sont de régions voisines et qui veulent venir découvrir ce territoire? On est plutôt sur une clientèle qui est basée où géographiquement? Alors, géographiquement, moi, j'ai une clientèle qui est plutôt genevoise, annoncienne, lyonnaise, grenobloise, parisienne. Ok, Moi, oui. quand je suis arrivé un peu sur le territoire en 2017, j'ai été très bien accueilli en fait par les confrères ou les concurrents guides, moniteurs, etc. Parce que j'ai piqué la clientèle de personnes. Parce qu'en final, j'avais une clientèle que j'avais déjà avant Mhm. et que j'ai amenée en fait sur ce nouveau territoire. D'accord. Et finalement, j'ai été un apporteur d'affaires pour Ouais, finalement. à une modeste mesure, hein, parce que j'ai quand même pas une clientèle de multinationales, mais j'ai fait découvrir ce territoire à de nouvelles personnes qui étaient jamais venues sur ce territoire. Mhm. Voilà. Et c'est des gens que j'ai fidélisés. Et dans ta question, il y avait qu'est-ce qui fait que les gens viennent? Euh, les gens, ils viennent pour l'expérience, en fait. D'accord. Et l'expérience, elle est multifactorielle. Je pense qu'ils viennent un peu pour le territoire parce que c'est grandiose. Quand on Mhm. est face à la Meije ou face à la barre des Écrins, quand on est dans une forêt de Mélèze,
et qu'on vient de Paris, d'Annecy ou de Mmh. Lyon, ben, c'est quand même sacrément dépaysant. Ils viennent aussi, et certains me verbalisent à leur façon, pour le spectre énergétique que j'ai évoqué lors Mmh. de l'introduction. Ils se sentent apaisés, ils se sentent vivre aussi au ralenti par rapport à leur vie dans le milieu urbain. Et ça, c'est quelque chose qui vient contraster et les nourrir. Et puis, ils viennent un petit peu aussi pour rencontrer le personnage. Voilà, c'est des clients fidèles et moi, j'ai mes singularités, mes qualités et mes défauts. Et la clientèle qui m'est fidèle, finalement, ils apprécient la personne dans son entièreté. Mmh. Et voilà, avec le côté un peu rustre par moment et le Ouais. côté, alors certains rigolent, un petit peu Pouce au cul? philosophe ou J'allais poète. dire pouce au cul aussi parce que j'ai l'impression que tu les pousses vraiment à à se révéler, en fait. Du coup, ça peut parfois être un peu difficile mais et douloureux, j'imagine, mais il y a cette volonté parfois aussi de, bah, propulser, tu vois? C'est le terme que tu utilises, sur ton site, hein, clairement, propulseur de rêve. Mmh. Il y a vraiment ce côté, pour ça que je dis pouce au cul volontairement, mais parce que, voilà, je on Ouais, sent le côté un peu, bah, tu sais, bah, du coach sportif qui pousse, quoi, tu vois? carrément. Je sais pas s'il pousse ou s'il inspire, Mmh mh. mais il essaye de mettre en place un climat, de co-construire les projets avec les gens, de manière à ce qu'ils se l'accaparent, ils se l'approprient et ils deviennent auto-engagés dans Mmh. leur projet. Et Mmh. finalement, ils viennent pas consommer un week-end, ils viennent vivre un week-end. Ouais, Et j'aime beaucoup ce que tu dis. ils ont fait partie de la réflexion initiale. Euh, Souvent, ils me disent bon, l'année prochaine, tu nous emmènes où? Bah, je leur rétorque la question vous voulez aller où? Mmh. Et pour faire quoi? Ben, on ne sait pas. Et Pour, donc, après, bah, la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? et ouais. Ben, peu importe. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Mmh. Et là, on vient dans le cœur du sujet, c'est finalement le pourquoi tu as envie de venir. Qu'est-ce Mmh. que tu viens rechercher? Mmh. Et à partir de là, il y en a qui viennent rechercher, entre guillemets, l'exploit sportif, se Oui. dépasser. Oui. Mais il y en a qui viennent chercher du ressourcement, de Mmh. l'apaisement. Et il y en a qui viennent chercher ma casquette de préparateur mental sur de la réflexion, Mmh. de l'ouverture d'esprit, Mmh. de la remise en question. Et tu as utilisé l'expression pousser au cul. Mmh. Et ils viennent prendre un petit coup de pied au cul Mmh. finalement. Oui. Pas physique, mais qui est plutôt spirituel, Ouais. cognitif, euh, sous le spectre de la réflexion globale de la vie dans laquelle ils se sont inscrits en fait. Ouais, mais moi j'entends, là-dedans, toute cette partie un peu introspection, un peu développement personnel, un peu se ressourcer, enfin se retourner à l'intérieur, quoi. C'est vraiment retourner à l'intérieur et mieux se comprendre et dans un cadre apaisant qui favorise, j'imagine, ces réflexions-là aussi. Carrément. Et en Mmh. fait, moi, je suis un petit peu aux antipodes du terme développement personnel, où je pense qu'il y a beaucoup de bullshit job là, Mmh. à travers Dedans. ça, et Mmh. beaucoup de modes et de choses qui culpabilisent plus les gens que ce que ça peut inspirer ou booster les gens. Mais ça, ce n'est que mon point de vue personnel. Moi, je serais plutôt sur le côté, bah, si tu veux aller te rencontrer, il faut aller rencontrer des gens. Parce que c'est le miroir que va te renvoyer ces gens par le questionnement, par le jugement, par l'interaction, qui Mmh. va te renvoyer face à tes propres valeurs, tes propres croyances. Mmh. Et ça me parle. Et puis après, le deuxième levier, c'est d'être immergé en nature. À des moments, moi, je marche tranquillement devant et je leur parle pas. Mmh. Et là, tu te retrouves en mouvement, face à toi-même avec ton sac à dos, et tu as plein de choses qui se passent dans ta tête. Bien Et sûr. le mouvement a une propriété hyper puissante, c'est qu'il est vecteur de création et il est structurant aussi pour la pensée. Et qu'au final, il y a plein de choses qui se mettent au clair après avoir fait 1, 2 ou 3 jours de marche à pied en montagne. Mais je dis en montagne parce que c'est mon milieu, mais ça Mais pourrait ça être pourrait être, en oui, campagne, hein. Je pense oui, que tous oui. les gens qui Ça pourrait sont être en bord de pèlerins mer, sur, ça pourrait être, voilà, ouais, ouais, tout à fait. Mmh. les gens qui font Compostelle, ils sont pas toujours en montagne et finalement, quand ils te font un feedback de leur aventure, c'est tout ce moment où ils étaient j'appelle ça en rendez-vous avec eux-mêmes en fait. Mmh. Ouais, ouais, mais j'entends totalement ce que tu dis. Ça résonne, hein, clairement, ce que tu dis. C'est pour ça que ce côté aussi effectivement énergétique et pour avoir déjà expérimenté aussi ces marches, silencieuses,
Effectivement, j'avais pas ancré que c'était le mouvement qui générait, et c'est pas d'ailleurs pas un hasard quand on dit, bah, quand tu as besoin d'aller t'inspirer, tu vas marcher, en fait, tu vas te balader. Ça crée Carrément. l'inspiration parce qu'effectivement, ça te met en mouvement tout en libérant un peu ton cerveau parce que tu marches de manière automatique, en fait, quelque part. Mmh. Donc là-dessus, tu es en pilote automatique sur la marche, mais du coup, le reste peut encore agir, quoi, comme le cerveau, du coup. Carrément. Bah, l'étymologie et la racine du mot motivation est complètement en lien avec cette notion de mouvement. Mmh. Et en fait, les gens, des fois, sont dans des impasses qui les mènent au burn-out ou sont dans une réflexion existentielle autour du sens. Et en fait, ce sens, il est lié à nos motivations profondes. Et nos motivations profondes dans le monde artificiel, théâtralisé qu'on a construit, eh bien, elles sont un petit peu perdues de vue de la part de tout à chacun. Et en Mmh. fait, cette histoire d'immerger les gens dans le milieu montagnard, de les faire marcher, à des moments d'échanger avec eux, de jeter un petit peu un pavé dans la mare à certains moments sur une Mmh. réflexion ou sur une approche de la vie, et ben ça vient les, les renouer en fait à leur être profond en fait. Mmh. À travers ce qu'on fait, on arrive à revenir sur l'état d'être ou l'état de devenir. Qu'est-ce que je voudrais devenir en tant que personne? Mmh Et mh. c'est tout ce cheminement qui, est, qui est plus ou moins affiché dans ma pratique. Ça dépend, il y a des gens qui viennent pour ça parce qu'ils Mmh. savent que j'ai cette corde à mon arc. Mais il y en a d'autres qui viennent pour pratiquer la montagne avec un guide de vélo. Et au final, quand ils repartent, ils se disent bah, c'était bien le vélo, mais finalement, ce qui était le mieux, c'était peut-être les échanges qu'il y avait autour du vélo, en fait. Mmh. Ouais, je comprends. C'est cette dimension, plus personnelle, plus émotionnelle, parce que du coup, ça te demande aussi d'accueillir ce qui se passe à ce moment-là, hein, pendant que Carrément. tu marches, d'accueillir toutes ces émotions-là. J'allais y venir, tu vois? Je pense que j'avais quand même assez bien perçu ce côté-là en toi. C'est que ma prochaine question, c'était justement quel rôle joue l'émotionnel dans, à la fois, ton accompagnement, mais aussi ta création de contenu? C'est-à-dire qu'on parlait des portraits, tu parles à la rencontre, heu, où est-ce que tu places le curseur? Comment tu arrives à placer l'émotion dans tout ça? Comment tu arrives aussi, tu as utilisé tout à l'heure le terme énergétique, comment tu arrives à retranscrire l'énergie d'une personne, à la capter et à la retranscrire, par exemple? Alors, c'est c'est assez, hem, c'est assez singulier et individuel. Ça dépend de l'alchimie qui va se produire avec une personne. Il faut être aussi honnête, on n'a pas la même sensibilité avec chaque personne. Mmh. Là, j'imagine, j'ai 3 personnes à aller rencontrer, d'ici mi-février. Un dameur qui dame des pistes de ski de fond, un établissement, qui, fait, toute une activité autour des moutons. Donc, Mmh. voilà, ils font des goûters à la ferme, ils font des fromages de chèvre, ils ont un élevage de moutons. Et puis, une femme qui est guide de montagne. Mmh. Et avant d'y aller, je sais pas, en fait, ce qui va se passer et c'est ça qui est, je trouve, suffisamment excitant, Mmh. pour me motiver à aller faire ces rencontres. Et je sais pas avec laquelle de ces 3 personnes je vais le plus être en communion. Mmh. Et quoi qu'il en soit, qu'énergétiquement, il se passe quelque chose d'hyper puissant ou pas, il y aura une histoire, l'histoire d'une rencontre et puis l'histoire d'une vie ou de plusieurs vies qu'ont ces personnes. Mmh. Voilà, le dameur, je sais qu'il est passionné de photos et qu'il est aussi AMM et qu'il est dameur l'hiver. Mmh. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et puis, dans son métier, par exemple, ben, la guide, je suis curieux de voir justement tout l'aspect euh, relationnel, Écosystème? voilà, Mmh. l'écosystème. Finalement, bah, guider une personne en montagne sur une arête au bout d'une corde, c'est une chose, c'est ce que la partie visible de l'iceberg, mais sous-jacent, qu'est-ce qui s'est passé dans la prise de contact avec son client, comment elle l'a évalué sur son niveau technique, certes, mais aussi sur son niveau d'énergie, sur son niveau motivationnel, sur l'estime qu'il a de lui, Mmh. de façon à ce qu'elle puisse lui proposer quelque chose d'adapté. Et c'est vers ce quoi va tendre mon questionnement et entre guillemets mon enquête, Mmh. voilà, pour essayer de mieux comprendre finalement l'âme de la personne et ce qui la motive à exercer son métier. D'accord, donc on revient sur cette dimension très spirituelle, sur
effectivement les motivations sur vraiment le sous-jacent, comme tu dis. OK. carrément, l'invisible. Ouais, d'accord. Et Et après, comment le rendre visible? Une des choses qui rend tout ce spectre motivationnel visible, c'est les émotions. mmh, Tu me demandais de placer les émotions dans tout ça. En fait, les émotions, c'est un peu le cœur de la vie. Euh, nos vies sont des cascades d'émotions qui s'enchaînent et qui arrivent avec une intensité plus ou moins forte et dans un espace-temps que l'on ne maîtrise pas du tout. Et pendant longtemps, d'ailleurs dans l'ouvrage que j'avais écrit sur la préparation mentale, je parlais de gestion des émotions. mmh. Et avec un peu plus de recul et de maturité, je pense qu'on gère rien du tout. Je crois que tu as raison. En fait, on croit Euh, gérer, mais on ne gère rien. on croit gérer, mais on gère rien. Et plus on veut gérer, plus c'est pire. Ouais, on lutte, on lutte. On lutte. Et à Ouais. partir du moment où on lutte, quel que soit le domaine, on va perdre. Mmh. Par contre, si on est capable d'accueillir, de ressentir, de vivre, et puis après, dans ce que les gens appelleraient peut-être gestion des émotions, c'est de switcher. Mmh. Qu'est-ce qu'on en Parce fait que, maintenant? Mmh. voilà, à part l'émotion surprise qui switch toute seule, c'est-à-dire quand je suis surpris, ça dure pas très longtemps parce qu'après, par exemple, soit je suis content, soit j'ai peur. Mmh. C'est la seule émotion qui est chassée par une autre émotion Mmh. et qui s'inscrit dans un espace-temps très court. Par contre, les autres émotions, la peur, tu peux avoir peur pendant 5 heures. Hein. Tu peux Ouais, partir ou en toute ta montagne et vie avoir même. peur toute ta journée ou toute ta vie d'ailleurs. Mmh. La joie, on est rarement joyeux toute sa vie ou toute la journée parce qu'il y a toujours des choses qui nous ramènent. Mais la tristesse peut être quelque chose qui nous habite pendant un long moment de notre vie. Et c'est en cela que les émotions sont centrales. Et c'est en cela aussi que c'est important pour moi de connecter les gens à la nature. Parce que la nature, elle est aussi facilitatrice pour, euh, pour ressentir ses émotions. On ne se sent pas jugé, en fait, par la nature. Mmh. Donc finalement, de pleurer de joie parce que je suis à un endroit où je vois un magnifique coucher de soleil, ou de pleurer parce que j'ai peur, je suis pas jugé par un caillou, par un chamois, ou par le soleil, par un rayon de soleil. Alors que dans la vie de tous les jours, dans mon mode de travail derrière mon ordinateur, en vidéo ou en réunion, bah, c'est plus difficile d'exprimer clairement ses émotions, de vivre pleinement ses émotions, parce que ben, tu vois, si tu pleures dans une réunion de travail, ah putain, Yen, elle est sensible quand même, c'est abusé, à toutes les réunions, elle pleure. Ou alors, ah bah tu vois, Fabien, il manque d'empathie, il est pas humain, parce qu'on a l'impression qu'il y a que le boulot qui compte. Et quand la collègue, elle parle que ses enfants sont malades et qu'elle est en stress et en souci pour les faire garder, lui, il parle de l'ordre du jour de la réunion. Mmh. Et toutes ces choses-là, finalement, dans un monde artificiel, les émotions sont décuplées, amplifiées, et pour les gens, c'est plus facile de les vivre aussi. Ils sont plus dans la gestion, ils sont dans le ressenti Mmh. et dans l'expression. Et finalement, à partir du moment où on s'exprime, ben, on commence à se comprendre, en fait. Ouais, ouais, mais je partage totalement, cette vision, de justement parler et communiquer, ses émotions et justement, c'est quelque chose, d'ailleurs que j'essaie vraiment de placer de plus en plus dans, mes conseils, dans mes accompagnements, c'est parler de communication émotionnelle et transmettre aussi des émotions parce que quand on est là, moi dans mon secteur, dans mon univers, on parle du voyage, du tourisme, ce qui c'est attirer des voyageurs, mais attirer parce que de différentes manières, c'est créer de l'émotion, les amener à venir à la rencontre de ces émotions et c'est ce que tu fais toi aussi par certains, aspects. C'est ce que tu invites aussi à faire, c'est de venir à la rencontre de ces émotions. Carrément. Et j'ai un exemple concret peut-être pour nos auditeurs, parce qu'il y en a qui vont dire, bah oui, d'accord, il est accompagnateur en montagne, mais finalement, il est philosophe dans son approche. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, sur des émotions, il peut avoir des gens. Je fais des pratiques de bain froid. Mmh. Donc, on marche, et puis à un moment donné, on va venir travailler sur sa respiration pour se reconnecter à son corps. Et puis, on va aller s'immerger dans un lac de montagne qui peut être au printemps à Mmh. 5, 7 ou 8 degrés. Mmh. Et ben, il peut avoir cette émotion de peur
il peut avoir une émotion d'excitation, parce que je ne Mm. l'ai jamais fait. Et l'excitation n'est pas forcément bonne pour s'immerger en eau froide, je dirais, avec de la maîtrise et avec un ressenti. Voilà, si c'est juste, j'ai checké avec mon pote pour, entre guillemets, le challenger et lui faire voir que c'est moi le plus fort, bah oui, on va être dans l'excitation pure et dure, mais finalement, qu'est-ce que je vais retirer de mon expérience? Bah, peut-être pas grand-chose d'autre que ce que j'ai sommé au départ. Mm. Et puis à l'inverse, il peut avoir le copain qui a super peur parce que bah, lui, déjà, à la piscine, il trouve que l'eau elle est trop froide et pourtant elle est à 19 degrés. Et là, tu me dis, bah, l'eau elle est à 8 degrés. Donc là, c'est impossible pour moi. Et finalement, en l'accompagnant, bah, il peut gérer cette émotion de peur et finalement avoir une émotion de joie d'avoir réussi Mm. à s'immerger jusqu'à mi-cuisse, à s'immerger jusqu'à la taille, à s'immerger pleinement, à être Mm. resté 10 secondes, 30 secondes ou une minute. Et, euh, et c'est à côté de l'aspect cognitif et réflexion, il y a cet aspect aussi sensoriel et kinesthésique qui est, ben, allez, on va aller vivre ça. Et on va t'accompagner, on va te donner des clés pour que cette expérience, bah, tu puisses peut-être la réitérer tout seul. Mais même si tu la réitères pas tout seul, en tout cas, tu en garderas un souvenir qui a un process pour bien vivre les choses. Mm. Et c'est en cela que voilà, le job de guide ou d'accompagnant, il est fascinant, quoi. Mm. C'est donner des clés. Et tout à l'heure, tu as priori, enfin, tu as à moitié répondu déjà à la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le territoire qui apporte cette puissance énergétique dans tes accompagnements ou est-ce que tu penses que tu arriverais à le faire n'importe où en dehors du milieu de la montagne? Je dirais plus facilement quand même sur un territoire où ma connexion, elle est plus facile à moi. Euh, mais après, peut-être que c'est juste une croyance que j'ai moi. Mm. Peut-être que à l'autre bout du monde, ça marcherait, mais je suis que dans l'hypothèse de ça parce que j'ai pas fait vivre ça à l'autre bout du monde à des gens. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est la prise de temps. C'est dilater le temps pour que la connexion se fasse. Mm. C'est un petit peu comme quand tu ouvres ton ordinateur, tu peux pas te connecter à Internet tout de suite. Il faut Mm. d'abord qu'il capte le signal, le réseau. Mm. Mm. Et ben, c'est la même chose pour nous, en fait. Si on n'est que dans l'urgence temporelle, parce que notre but principal de la journée d'avoir pris un guide, c'est de boire le café à 9 heures, d'aller faire 2000 mètres de dénivelé, de manger dans un super restaurant, de rentrer à 16 heures pour aller faire des bains chauds dans des thermes, eh bien, ça, c'est bien pour nourrir son fil Instagram. Ouais. Mais par contre, pour se connecter pleinement à ce qu'on est en train de faire, ben, on est dans une crise de temps. Et le fait de dilater le temps permet aux gens de se connecter avec l'univers dans lequel il est. Et donc, moi, je prône l'univers dans lequel je vis, Mm. mais je pense qu'au fin fond de l'Ardèche, de la Lozère ou des Pyrénées, il y a moyen d'avoir exactement la même connexion. Mm. Ok. Ouais, ouais, non, mais c'était une question que je me posais, c'est est-ce que effectivement le choix du territoire apporte une puissance supplémentaire? C'était une question que je m'étais posée parce que je te pose la question parce que typiquement, à l'heure où on enregistre, je reviens d'il y a 10 jours. J'ai fait un petit tour dans les Calanques pour la première fois. C'était ma première fois dans les Calanques où j'ai un peu arpenté en plein Mistral, tu vois, tu te prends le Mistral de plein fouet. Euh, et ben, j'ai quand même ressenti presque la même chose que ce que je ressens quand je me fais une sacrée randonnée. Donc, je sais plus si tu sais, mais je suis une ancienne community manager du Dévoluy. Donc, moi, j'ai été 4 ans dans le massif du Dévoluy. Et ben voilà, quand moi, je marchais, je randonnais, j'ai presque ressenti la même chose alors qu'on est en bord de mer, tu vois. Mais Carrément. il y avait quand même cette marche, il y avait quand même cette sensation de randonnée, de crapahuter, tu vois, d'arpenter justement des sentiers. Et c'est peut-être ça, en fait, qui me suffit à moi, en tout cas, c'est peut-être le fait d'arpenter des sentiers effectivement, il se passe des choses à ce moment-là. Tu chemines, en fait, et Mm. tu chemines physiquement et tu chemines mentalement, en fait. C'est ça, Donc, c'est le mouvement. mmh, Le territoire est plus ou moins favorable, je pense, à se connecter. Euh, mais le mouvement est sans doute la clé principale. Mais je t'avoue que moi, il y a, bah, j'ai encore un client la semaine prochaine, je ne sais pas du tout où je vais l'emmener. J'attends de le voir le premier soir, de discuter avec lui. Et en fonction de ce que je vais ressentir, ça va devenir une évidence pour moi d'aller plutôt euh, dans la vallée des Fonts de Servières, par exemple, mmh. à côté de l'Isoire, ou d'aller sur le plateau d'Amparis.
D'accord. face à la neige. Et ça, je suis incapable de te dire aujourd'hui. C'est D'accord. finalement forcément ce qui va un petit peu me raconter, mais aussi une partie intuitive de ce que je vais ressentir sur un état vibratoire que je suis pas trop capable d'illustrer ou d'expliquer. Voilà, je mettrais ça sous le coup de l'intuition un petit peu, où je me dis, ben tiens, là. Après, les clients sont polis, donc ils disent toujours que tu as choisi le bon endroit. Mais donc ça te rassure, donc tu es peut-être aussi dans cette croyance que finalement, bah, c'est ton mode de fonctionnement, c'est le bon. Je sais pas, mais en tout cas, je me dis si le client est satisfait et que moi j'ai vécu un bon moment, au final, autant faire confiance à cette croyance qui peut être aussi source de performance, quoi. Mmh. Ah ouais, je comprends bien. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu es arrivé sur le territoire avec un certain carnet d'adresses, mais j'imagine aussi qu'aujourd'hui, tu as de nouveaux clients, tu as des nouveaux contacts depuis que tu es sur le territoire. Euh, que- Comment on te contacte aujourd'hui? C'est justement par tes accompagnements assez spécifiques, ou est-ce que c'est parce que bah, tu maîtrises le territoire, tu connais bien le territoire, tu le vis? C'est quoi qui fait aujourd'hui le plus ta force, tu dirais? Et, euh, et encore une fois, comment tu penses que ce côté ambassadeur du territoire aujourd'hui te permet à la fois de faire briller le territoire que tu aimes tant, mais aussi, bah, toi, de t'y retrouver, quoi. Alors, je dirais, c'est les deux, mon capitaine. C'est sans doute le et encore une fois, on rentre dans une approche un petit peu philosophique des choses. On a souvent l'habitude dans notre société d'opposer les choses, de dire c'est ça ou ça qui t'a permis d'y arriver. Et est-ce que ça ne serait pas ça et ça? Mm. Et c'est sans doute les deux. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent par le bouche à oreille. Mhm. Mon site internet, par exemple, n'est qu'une vitrine. J'utilise pas du tout les réseaux sociaux depuis 2020. Et les clients en fait que j'ai sont une partie de clients fidèles qui reviennent chaque année, certains Mm. même plusieurs fois par an, et une autre caste de clients qui sont des connaissances de mes clients initiaux en fait. Et ils ont discuté autour d'un barbecue, autour de la bûche de Noël, de choses et d'autres, et ils se sont dit, bah tiens, on aimerait bien aller faire un truc en montagne cet été ou cet hiver. Et, ah bah moi je connais cette personne, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai avec lui, appelle-le de ma part. Oui, mais c'est quoi qui vend? Bah va voir sur son site internet, mais surtout prends contact avec lui, parce que si tu lui expliques ce que tu veux, bah il va te faire un truc un peu à la carte. Il va te faire un truc pour toi en fait, par Mm. rapport à ce qu'il va, et souvent il le verbalise à ce qu'il va ressentir, Mm. à ce que tu vas lui dire, et au final il va te faire un truc qui est bon pour toi. Mm. Et pourquoi revenir sur le et avec le territoire, c'est que quand tu te lances dans une aventure comme ça où il y a beaucoup d'incertitudes, tu as intérêt à bien connaître ton territoire, parce que en fonction de ce que tu vas percevoir ou de la commande que va te donner le client, si tu n'as pas le terrain de jeu approprié, Mm. bah tu vas taper à côté. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment les deux. Ils viennent chercher le côté euh, un petit peu personnel, singulier, unique que je peux Mm. avoir dans mon approche, et aussi le territoire que je maîtrise sur le bout des doigts, même si on peut toujours, tout est perfectible, mais que je maîtrise assez bien et qui me permet d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes Mm. personnes. Et le bouche à oreille, j'imagine que bah, typiquement, un partenaire comme l'Office de tourisme, j'imagine, t'amène aussi une nouvelle clientèle. Eh ben, pas tant, mais je pense que j'en suis responsable. Mm. Je pense que l'ambassadeur, il a un côté, à mes yeux, très noble, avec une racine, par exemple, très étymologique, très serviteur, Mhm. et avec un côté, je crois que c'est des origines un peu gauloises, qui dit que c'est celui qui conduit l'ambassadeur et celui qui conduit le projet un petit peu. Et aujourd'hui, si je voulais vraiment récupérer une nouvelle clientèle via ce statut, il faudrait peut-être plus que j'ai un rôle d'influenceur. Mm. Je pense que l'influenceur, aujourd'hui, il a ce côté très promoteur, Mm. euh, un peu objet Prescripteur. publicitaire, voilà, Prescripteur. Mm. prescripteur. Et moi, je n'ai pas cette casquette-là, je pense que je n'ai pas cette âme-là.
j'ai pas cette envie-là. Et au final, si je n'ai pas beaucoup de clients qui viennent via l'office de tourisme, c'est de par ma posture, je pense, de par mon Mmh. état d'être, qui est pas en concordance avec la clientèle qui vient cliquer sur le site d'un office de tourisme. Mmh. Donc, je pense que pour certains qui veulent être ambassadeurs avec une vraie casquette d'influenceur, ça peut être porteur d'affaires. Pour moi, qui suis plus un amoureux, un vibrateur du territoire, mais finalement, vu que je cherche pas de la clientèle, j'obtiens pas de la clientèle, mais parce que j'y mets peut-être pas l'intention qu'il faut. Alors du coup, Euh, je vais te tourner la voilà. question autrement. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir ambassadeur pour enfin, toi, heu, qu'est-ce qui te nourrit dans cette collaboration? Parce que autant j'entends que du coup, tu réalises des beaux portraits, de personnes locales, d'habitants, des acteurs du territoire. Ça, autant, côté office de tourisme, on perçoit tout à fait, le bénéfice, hein, direct. Mais toi, concrètement, ça te nourrit en quoi? C'est parce qu'en fait, ça te permet d'aller à la rencontre de personnes que tu rencontrerais pas peut-être pas en temps normal? Qu'est-ce qui te nourrit là-dedans? Ce qui me nourrit, il y a deux choses. Le fait de ma curiosité, ça vient nourrir ma Mmh. curiosité, le fait de rencontrer ces gens-là. Mmh Et mh. puis après, surtout le volet photo que je fais dissocié des portraits, où je communique relativement souvent, on va dire 2, 3, 4 fois par mois, ça dépend un peu des périodes et de mon activité professionnelle, mais des photos à l'office de tourisme, j'essaye de sublimer un peu ce que je peux voir en montagne Mmh. pour que les gens aient envie de venir. Et aussi, il y a sans doute au fond de moi une envie aussi de répartir l'afflux touristique Mmh. à d'autres endroits. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des spots, je vais prendre la vallée de la Clarée ou le plateau d'Amparis, qui sont très médiatisés, qu'on peut Oui, voir dans les journaux télévisés, qu'on peut voir sur tous les réseaux ouais. sociaux. Ouais, ce qu'on appelle des spots Et instagrammables quoi, vraiment, voilà, très ouais. Mmh. Instagrammables. Mmh. Et c'est très beau, hein, c'est pour ça qu'ils sont très Instagrammables. Mais il y a sans doute aussi des gens qui cherchent pas que ce spot Instagrammable, qui Mmh. cherchent de la quiétude, qui cherchent de la singularité, de l'authenticité, de la nouveauté, de la surprise. Mmh. Et je pense qu'avec des photos qu'on peut communiquer sur une même montagne, mais qu'on voit sous un autre angle de vue, bon, on peut se dire, tiens, voilà. J'ai un exemple concret avec un sommet qui s'appelle Clos la Cime, qui est juste à côté du col de l'Isoire, où on a une vue et on a des couchers de soleil à contre-jour de la barre des Écrins sur une face où il y a peu de gens qui reconnaissent la barre des Écrins. Mmh. Parce que finalement, la face est de la barre des Écrins, bah, c'est une grande pyramide de cailloux Mmh mh. qui contraste complètement avec sa face nord où on voit cette belle barre avec le dôme des Écrins sur le côté, ce côté très glacier, Mmh. très photogénique et très commun et affiché de partout. Ouais, ouais, Et ouais. prendre ce contre-pied-là, je trouve que bah, ça vient nourrir quelque chose de précieux chez moi, qui est d'être un peu à contre-courant. Mmh mh. Et puis d'ouvrir aussi le champ des possibles pour les gens. Voilà. Plutôt que d'aller s'agglutiner sur un spot, alors que tu es venu chercher du silence, de la paix, de l'harmonie, Ouais, du puis ressourcement. de Voilà. l'inédit aussi peut-être, ouais. Mmh. Et ben viens voir d'ici ce qu'on peut voir et comment on le voit. Et ce pas de côté, j'ose espérer, mais c'est peut-être mon côté utopique, que si on le cultive chez les gens, ils seront capables de le réinvestir aussi dans leur vie après, une fois qu'ils Mmh. auront quitté leur lieu de vacances. Et plutôt que de voir un problème toujours de face, bah, apprends à faire pas de côté et peut-être que tu auras un autre champ de perception du sujet et vont s'ouvrir à toi aussi d'autres possibles. Ouais, message, c'est drôle ce que tu dis parce que, complètement en aparté, c'est que je vais effectivement soutenir une association, dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Podcaston, en fait, où je vais soutenir une association, qui, aide les familles, en difficulté à partir en vacances, en fait, à arriver parce que justement, le fait de partir en vacances est inspirant et crée des changements dans tes problèmes du quotidien. Peuvent insuffler justement de nouvelles perspectives, comme tu le dis. Tu peux rentrer de vacances en ayant totalement soit renoué des liens,
consolider des liens ou renouer des liens qui étaient un peu au quotidien disloqués. Et puis peut-être aussi de donner une nouvelle impulsion à tes problèmes et les regarder d'une autre manière, justement, ce que tu viens de dire. Et c'est drôle parce que je suis effectivement persuadée que euh, les retraites dans un territoire ou des vacances, tu vois, maintenant je parle plus de retraite, moi, que de vacances, mais de séjour en tout cas, ça vient aussi effectivement donner cette nouvelle impulsion pour voir autrement et prendre du recul et revenir et apporter quelque chose de différent dans son quotidien. Et ça, je pense que là-dessus, tu as bien perçu cette essence-là du voyage, à mon avis. Donc ça, c'est chouette, ouais. Ca- Carrément, bah, ça résonne complètement en moi ce que tu viens de verbaliser. Je pense que ça pondère un petit peu, ça oppose même le tourisme consumérisme Mm, avec un tourisme philosophique. Et aller en vacances en se mettant un cahier des charges, un rythme, un train de vie qui est le même, voire pire que celui qu'on a dans son quotidien au travail, je trouve qu'il y a une injonction, parmi tant d'autres injonctions que l'être humain peut bien avoir, entre le but recherché de prendre des vacances et les actions menées. Et je pense que c'est là où on doit revisiter le tourisme de demain. Euh, on se bat beaucoup dans nos échanges politico-stratégiques, que ce soit à l'échelle d'un gouvernement ou à l'échelle locale sur des offices de tourisme, par exemple, ou des développements de communes ou de communautés de communes, sur des actions à mener. Mais je pense profondément qu'on aborde le problème à l'envers et que ça, c'est du superficiel, c'est la partie visible. Mais il faut vraiment qu'on se pose des questions de fond, c'est comment on arrive à faire cohabiter le local avec le visiteur. mm, Comment il faut qu'on arrive à faire communier et communiquer et cohabiter l'agriculteur et le randonneur. mm, Et plutôt que d'opposer les choses et d'être dans le monde du où, c'est un territoire agricole ou c'est un territoire touristique, bah, mm, ça peut être un territoire agricole et touristique. mm, mm. Et cette culture du et, elle me semble importante avec un levier que tu as abordé tout à l'heure quand tu parlais de ton projet d'association où tu disais, je dis plus partir en vacances, mais je dis partir en retraite. Mm. Et si on veut percevoir les choses avec un angle plus large, il faut partir en retraite parce que, comme le dit bien ce mot, c'est prendre du recul. Mm. Et c'est la seule façon pour mieux voir euh, tous les challenges qui s'offrent au monde du tourisme aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est contre un mur en se disant bah, le tourisme, c'est quelque chose de très consumérisme, les gens sont dans la surconsommation, dans la suractivité, ils prennent pas le temps, ils sont stressés, Mm. il y a toute une énergie malsaine. Alors ça fait que ça met un clivage entre les locaux et les visiteurs, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais on a des visiteurs qui trouvent que les locaux sont pas très accueillants, Mm. et on a des locaux qui ont qu'une seule hâte, c'est en gros de vider le porte-monnaie des visiteurs et d'attendre qu'ils s'en aillent pour retrouver leur calme et le côté paisible et la quiétude de leur vie. Mm. Et si on est dans ce paradigme-là, on est dans une impasse et on va s'entretuer en fait. Non, mais Euh, alors, je te rejoins hein, parce que je parlais du mot retraite, mais c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on voit un essor des retraites créatives. Tu vois, ce côté, je viens me ressourcer pour m'inspirer à nouveau, pour retrouver de l'inspiration, pour retrouver de la créativité. C'est pas rien, quoi. C'est besoin justement de calme, de temps long, justement de ressourcement et voilà, de calme, en fait, juste parfois de rien faire et de contempler en fait, ça vient nourrir et t'inspirer. Tu n'es pas obligé d'être toujours dans le faire. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai enregistré aussi un podcast avec une autre personne qui, comme toi, part à la rencontre de personnes anonymes, en fait, et qui prend le temps de rencontrer, en fait, prendre le temps. C'est comme tu te parlais de dilater le temps, j'aime beaucoup cette image, de dire, en fait, on fait une pause. En fait, c'est une pause. Tes vacances, c'est une pause dans ton quotidien, quoi. Tu viens mettre une pause dans cette course folle du quotidien. Donc c'est une belle image, justement, du tourisme de demain, comme tu dis.
Et ça me remémore quelque chose qui s'est passé en moi il y a 25 ans où j'étais un peu jeune éducateur sportif, un peu Un peu chien fougueux? fou, un peu fougueux. Et j'avais reçu un petit coup de pied aux fesses de la part d'un de mes supérieurs qui m'avait dit: «Écoute Fabien, je pense que là, il est urgent de prendre le temps». Et cette phrase, 25 ans après, elle me résonne encore parce que je pense que notre monde tout entier a besoin de rentrer dans cette énergie-là, dans cette philosophie-là, dans cette approche-là. Et le monde du tourisme a vraiment besoin de ça. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je te rejoins. C'est versus le client est roi. Ou alors les enquêtes de satisfaction, il faut que on envoie à chaque touriste par des biais de mails, de questionnaires et compagnie des avis. Et en fait, on en revient sur un livre, moi, qui m'avait de Bonvalet, qui m'avait inspiré. C'était études de contenu sur les enquêtes qu'on pouvait faire. Et ça s'appelait Les stratégies absurdes. Comment faire pire en pensant faire mieux. Ça, C'est-à-dire c'est pas à mal. partir d'un moment où on fixe un objectif à des gens, ils vont mobiliser, fédérer toute leur énergie pour atteindre cet objectif-là. Et ils vont avoir des œillères et ils vont pas voir tous les dommages collatéraux qu'ils vont rencontrer ou ignorer d'ailleurs en poursuivant leur objectif principal. Mmh. Et finalement, alors en effet, tous les curseurs disent, bah, c'est bien, on a bien fait d'avoir cette politique-là parce qu'on a amélioré l'objectif visé. Mais Alors vous que avez aussi détérioré tout le reste. Oui, certes, on met du vert et on augmente les notes qualitatives sur certaines choses. C'est génial. Mais si on prend encore un petit peu, une fois, de recul ou de hauteur, on va s'apercevoir que sur la globalité, on a nui à l'écosystème, en fait. mmh On mh. a nui à la notion écologique du projet, et pas écologique petite fleur, écologique équilibre. Mmh mh. Voilà, si je veux faire quelque chose, mais que ce que je suis en train de poursuivre, ça vient nuire à tous mes autres domaines de vie, ben, je me suis trompé en fait de lièvre. Ouais, ouais, j'entends. Et c'est ça l'idée. Je pense il y a des réflexions sur le tourisme qui ont été faites notamment par Philippe Bourdeau, qui est chercheur là, sur l'université. Il y a aussi des choses qui ont été écrites par le journaliste là, Guillaume Desmurs, notamment sur les stations de ski. Mmh mh. Et tous ces gens-là, et je cite que, mais il y en a tellement d'autres qui nous invitent voilà, à prendre un peu de recul ou un peu de hauteur sur le tourisme actuel et pas à le dénigrer, mais à le réinventer sans Mmh. doute avec, avec du bon sens, comme diraient nos grands-parents qui sont là ou plus là. Moi, j'avais été aussi impacté par ça en disant, mais comment tu sais ça? C'est du bon sens en fait. Mmh. Et la course au temps nous éloigne du bon sens, y compris dans la conception de nos vacances et dans la conception de nos espérances touristiques, quoi. J'aime beaucoup ce que tu dis et la notion de bon sens, je me rends compte aujourd'hui, effectivement, que ce soit dans mes accompagnements, dans mes formations, où effectivement tout ce que je dis paraît tellement simple, mais parce qu'en fait la simplicité a été remplacée par que de la complexité justement. On cherche à créer, de trop, tu vois? On est dans le trop, on veut toujours faire plus, trop et du coup, bah, en fait on a noyé l'essence même du de la fonction même de, par exemple, partir en vacances, quoi. Tu vois? Carrément. Typiquement, clairement, c'est ça. Je vais te demander de terminer avec une dernière question. On revient sur l'émotionnel encore une fois. Si tu devais partager un seul conseil à quelqu'un qui voudrait arriver à, susciter, générer, faire ressortir une émotion à quelqu'un. Comment toi, en tant que guide, par exemple, tu arrives à faire vivre une émotion à quelqu'un? Comment tu arrives à lui faire vivre une expérience tellement unique qu'il y a de l'émotion? Comment tu arrives à peut-être déjà sentir qu'il y a une émotion qui est là, qui est latente et qu'il faut qu'elle sorte? Comment tu arrives à faire ça? Faut lui laisser de la place à cette émotion, et pour lui laisser de la place, hem, il faut arrêter son cerveau. Mmh. Et je dirais que c'est pas facile d'arrêter son cerveau. Mais il y a quelque chose qui est plus facile à arrêter, c'est la parole, par exemple. Et en montagne, c'est arrêtons de parler et connectons-nous à l'instant présent. Mmh. Et là, l'émotion, elle va apparaître. Pour refaire de la place à nos émotions, il faut relaisser de la place, je dirais, si on faisait un schéma, au cœur. Et pour que le cœur il puisse s'exprimer, il faut mettre la tête en veille, Mmh. mettre le cerveau en veille. Et le trait d'union entre le cœur et la tête, c'est souvent la parole. Mmh.
Et moi, ce que je constate, c'est que les gens ont peur du silence, ont peur du vide, parce que justement, s'ils font silence et s'ils laissent de la place, leurs émotions vont apparaître. Et Mmh. afin de fuir ces émotions-là, ils préfèrent parler Pour combler. pour combler. Mmh. Le silence fait peur aux gens, en fait. Mmh. Alors, si c'est en milieu naturel et montagnard, où il y a à la fois de l'immensité de paysage, de la verticalité, et en plus un silence, bah là, il y a un précipice intérieur, C'est il y a une place aux émotions, et là, il y a des émotions qui vont émerger. Et le plus beau conseil que je puisse dire aux gens qui pratiquent la montagne, mais que ce soit des professionnels qui encadrent ou des gens qui font ça entre eux, c'est il est le temps de faire le silence. Mmh. Taisez-vous, écoutez, ressentez, ressens l'air du vent sur ton visage, écoute le chant des oiseaux, écoute le sifflement du vent, ressens le froid ou le chaud sur ton corps. Et ça va laisser la place à des émotions. Et Mmh. là, il y a souvent des larmes qui arrivent. Ouais, j'allais te dire, ça fait forcément remonter des larmes, ouais. Ouais, je le vois bien. Et moi, je suis un fan du bivouac. Donc, dans bivouac est associé directement le coucher de soleil. Mmh. Et, euh, et je suis toujours impacté, touché de voir un grand costaud qui a un poste à responsabilité où il manage X personnes dans une grande boîte, qui est assis sur un caillou, qui regarde le soleil, qui a la larmichette sur la joue, quoi. Ouais, ouais, c'est beau. On Ça va rend terminer sur tellement, ça. C'est une belle ça rend image. tellement humain les choses. Ouais. Et je Mais pense qu'on a besoin de ça. j'aime beaucoup cette image du grand costaud sur son rocher en train de, en train de s'émerveiller et d'accueillir cette émotion qui est en train de se vivre en lui, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Mais écoute, sacré ambassadeur de territoire que Soline est allée chercher là pour les Hautes-Vallées. Enfin, Soline et Elodie. Bah écoute, elles ont bien de la chance en tout cas de t'avoir sur leur territoire. Tu viens insuffler, et j'espère que tu n'es pas le seul en tout cas, une autre dimension effectivement. Et pour côtoyer, grâce au podcast, d'autres acteurs dans le monde du tourisme qui ont cette même vision de prendre de temps. C'est pas pour rien que l'émergence du slow travel est en plein essor. Enfin, on est en plein essor du slow travel. C'est pas pour rien, je pense, mais je pense qu'on n'a encore pas tout compris de ce concept-là et je pense que faut le vivre déjà une première fois, je pense, pouvoir le comprendre et peut-être le partager après. Donc merci en tout cas. Et tu sais quoi, tu m'as vraiment envie de donner, tu m'as vraiment envie, tu m'as vraiment donné l'envie de venir partager avec toi ce genre de moment parce que rien que là, en t'écoutant, j'y étais quoi. Tu vois, donc je me mets le paysage en plus face à moi et puis une bonne difficulté physique, histoire de bien me pousser dans mes retranchements. Et là, on a le combo parfait. Ben, double merci. Merci des questions que tu as posées. Je dis souvent, pour avoir des réponses constructives, il faut que la question soit d'abord constructive. Donc, merci à toi pour la qualité de tes questions. Et puis, merci du feedback que tu me fais. Si à travers ce que j'ai pu exposer lors de notre échange, ça te donne envie de venir, viens, parce que pour moi, tu l'as verbalisé là, c'est les gens veulent tout savoir ou tout connaître, mais savoir, il suffit d'aller sur Internet, de parler à son intelligence artificielle ou d'aller sur Google. Pour connaître, il faut vivre et il faut agiter les émotions qu'on a en nous. Et pour ça, il faut expérimenter. Tant Mm. qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas prétendre connaître. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Merci à toi, Fabien. Et Merci. bah, écoute, je te souhaite de belles explorations. Je te souhaite de belles explorations extérieures et intérieures. Et je te dis à très bientôt, j'espère. Eh ben, merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Encore un grand merci à toi, Fabien, pour cet échange spirituel et philosophique. Ça fait du bien aussi de prendre le temps de réfléchir, de se reposer des questions sur son pourquoi, sur ce que représente le voyage en fait. Qu'est-ce qui se joue en général derrière un voyage? Et c'est pas peut-être juste de prendre du temps. Enfin, c'est peut-être sans doute pas que la notion de loisir, de découverte, mais c'est aussi faire une pause dans sa vie et revenir et se recentrer sur soi. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et comme tu l'as bien mentionné, on a tendance à toujours en faire beaucoup pour finalement combler ce temps de réflexion. Donc merci en fait de nous avoir redonné des clés pour reprendre du temps et reprendre en fait finalement un peu le contrôle sur nos vies. Je suis intimement convaincue que effectivement le voyage est un véritable outil en fait d'introspection, un véritable outil
pour revenir à soi, se redécouvrir, s'accepter aussi. Et je pense que c'est vraiment une clé que tous les acteurs du tourisme devraient saisir en fait et en faire une opportunité, que ce soit dans leur communication mais aussi dans leur mode d'accueil, leur offre touristique de manière générale. C'est pas pour rien aussi si le slow travel, tout ce qui est voyage responsable, slow travel, a aujourd'hui une place vraiment prépondérante dans les différentes offres touristiques. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter. Tous les lundis, je vous envoie une petite dose d'inspiration, une dose de réflexion également. Et puis maintenant, une anti-sèche pour développer votre communication émotionnelle chaque semaine. Donc n'hésitez pas, je vous mets bien évidemment le lien dans les notes de cet épisode. Et puis si cet épisode vous a vraiment plu, vous pouvez me soutenir tout simplement dans ma démarche. Et pourquoi pas partager, faire découvrir le podcast à quelqu'un de votre entourage, à un partenaire professionnel, pourquoi pas. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir plus d'auditeurs grâce à vous, tout simplement. Et puis voilà, je vous demande souvent de mettre une note ou un commentaire, mais finalement le partage c'est aussi une forme de soutien qui me touche aussi profondément. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous souhaite de passer une très belle journée et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!